Lessing, Lao Kun. Il y a au moins deux manières qui sont aussi de bonnes raisons de lire aujourd'hui le Lao Kun. De le lire à défaut de le relire, ainsi qu'il est d'usage d'y prétendre passer l'âge où l'on est censé avoir lu tous les livres. En français, comme la possibilité nous en est enfin rendue. D'étrange façon, ce livre, entre tous célèbres, était en effet devenu ici introuvable et n'aura fait l'objet depuis plus d'un siècle d'aucune réédition, sinon sous l'espèce toujours douteuse de morceaux choisis. L'œuvre maîtresse de Lessing était de celles auxquelles un libre accès nous était refusé et dont on ne pouvait connaître que dans des formes strictement convenues et académiques, sauf pour qui n'entendait pas s'en laisser compter à faire soi-même le voyage ou le détour et à la lire dans l'original ou dans les excellentes traductions dont on disposait heureusement en langue anglaise ou italienne. Expédient à quoi nous en serons réduits quelque temps encore, je le crains, pour la dramaturgie de Hambourg, en attendant la traduction qui là aussi s'impose et peut-être s'annonce. On peut ce texte et doit le lire en chaussant d'abord les lunettes de l'historien, et cela non pas dans l'espoir parfaitement vain et illusoire de ressentir à cette lecture quelque chose de l'effet de choc qu'il a produit en son temps sur les contemporains, et dont Goethe fait état en des termes qui ont de quoi surprendre le lecteur non prévenu, mais pour évaluer quel pouvait en être l'enjeu, qui allait bien au-delà d'une querelle esthétique ou d'une simple affaire de goût. Le projet proprement historique qui fut celui de Lessing ne se limitait certes pas à nouer de nouveaux liens avec une antiquité enfin reconnue comme grecque et non plus seulement comme latine, une antiquité placée sous le signe d'Homère plutôt que d'Ovide. Il s'agissait, sous l'effet de ce déplacement, d'ouvrir le champ et pour l'homme de théâtre, le dramaturge qui fut, de construire la scène où pourrait prendre place une culture allemande affranchie de l'emprise du classicisme français. Ce qui n'ira pas à l'heure du romantisme sans retomber que l'on ne saurait cependant mesurer qu'à rompre le silence que la critique heideggerienne, pour ne citer qu'elle, a choisi d'entretenir autour des Lumières en général et de l'œuvre de Lessing en particulier. C'est assez dire que l'on ne pourra s'en tenir très longtemps à une lecture strictement antiquaire du Lao Kun, et que la meilleure façon de renouer par-delà les censures ou les résistances de l'histoire avec ce qui a fait en son temps la force ou l'énergie du texte de Lessing est peut-être de le lire, ce texte, délibérément à contresens, en y injectant les questions qui sont aujourd'hui les nôtres, à quoi l'argument même qui est celui de Lao Kun nous invite, car la critique de Lessing ne visait pas seulement à ruiner la rhétorique de Luct Pictura Poesis qui prétendait voir dans la poésie une manière parlante de peinture et dans la peinture une façon de poésie muette. Elle a introduit ce qui deviendra par-delà le romantisme, l'un des thèmes majeurs de la modernité dans le domaine esthétique, celui non pas de la concordance des arts, mais de leur différence et d'une spécificité qu'il appartiendrait à chacun d'entre eux de décliner pour son compte et dans son ordre propre jusqu'à s'identifier à sa pure essence conformément au mot d'ordre lancé à la veille de la dernière guerre mondiale par le critique américain Claremont Greenberg dans un article dont le titre avait à lui seul valeur de programme, vers un plus nouveau Lao Kun. Un plus nouveau Lao Kun, comme s'il ne devait pas suffire de renouveler l'exploit de Lessing en reprenant à nouveau frais, en l'adaptant au goût du jour, le projet que celui-ci n'aura pas su ni voulu mener à son terme, ainsi qu'en témoignent les notes et esquisses correspondant à la deuxième et la troisième partie de l'ouvrage, demeurées quant à elles à l'état d'ébauche. Un nouveau Lao Kun y aurait suffi, sans qu'il fût besoin de renchérir sur cette nouveauté, étant entendu, comme ces notes le donnent à lire, que sous le titre de la peinture, Lessing visait les arts plastiques en général, tandis qu'il prévoyait de traiter sous celui de la poésie de l'ensemble des arts dans lesquels l'imitation, car c'est toujours d'elle qu'il s'agissait, au moins à titre honoraire, procède dans l'ordre temporel, à commencer par la musique et la danse,
là où les arts plastiques ont l'espace pour domaine et en seraient réduits à la limite à l'instantané. Quand Nietzsche affirmera la nécessité de dépasser le Laocoon, ce sera dans l'idée qui ne restera pas sans écho, mais qui n'impliquait pas moins une manière de retour en arrière par rapport au propos qui fut celui de Lessing de substituer la musique à la poésie en tant que modèle ou qu'idéal pour les autres arts. Loin de prétendre dépasser celui de Lessing, un Laocoon plus nouveau redoublerait au contraire ce qui en fit en son temps la nouveauté, en effet radical, puisqu'il s'agissait de rien moins que de remonter à ce qui fait la condition de possibilité des différents arts, tout en réitérant du même coup l'opération critique et proprement fondatrice au sens kantien du mot, qui fut celle du Laocoon. Ce surcroît de nouveautés se traduisant par exemple dans la prise en compte du déplacement qu'a imposé l'introduction dans le champ artistique de la photographie et du cinéma, avec tous les problèmes inédits qui en découlent quant au rapport que les arts en général, et ces deux arts en particulier, peuvent entretenir les uns avec les autres, aussi bien qu'avec l'espace et le temps, la description ou la narration. Deux manières donc, et aussi deux raisons de lire à présent le Laocoon, mais qui doivent se rejoindre et se prêter mutuellement appui. Tant il est vrai que la lecture antiquaire, pour nécessaire, pour indispensable qu'elle soit, n'aura d'intérêt et ne trouvera sa justification que sous la condition pour elle de reconnaître ses limites, qui sont comme l'envers de sa nécessité même, la façon dont la lecture délibérément, systématiquement anachronique, qu'appelle le texte n'aura en retour de sens et de validité qu'à se régler sur une histoire qui trouve dans le Laocoon, en même temps qu'une figure privilégiée, l'une de ses articulations maîtresses, une histoire dans laquelle nous sommes pris, aujourd'hui encore, fût-ce à notre corps défendant. Qu'est-ce qu'une figure quand elle revêt la forme ou les apparences d'un nœud? Ainsi qu'il en va du groupe antique qui fonctionne dans le texte de Lessing à la manière d'un frontispice. Et ce nœud commence sans prétendre en desserrer l'étreinte, le démêler par la pensée et le transformer, le renouer autrement, jusqu'à retrouver quelque chose de l'euphorie, du bonheur de la jeunesse critique dont parlait Goethe. Il faut être jeune pour se rendre compte de l'influence qu'a eu sur nous le Laocoon de Lessing, lequel nous a arrachés à la passivité de la contemplation et en nous ouvrant les champs libres de la pensée. Lutte pictura poesis, si longtemps mal compris, fut écarté d'un seul coup. La différence entre les arts plastiques et ceux de la parole se trouva éclairée. Ils nous parurent bien distincts à leur sommet, quoique voisins par leur fondement. Toutes les conséquences de cette magnifique pensée nous sont apparues comme un éclair. Nous rejetions tous les préceptes et les normes de l'ancienne critique. Nous nous considérions comme libérés de tous les maux. Hubert Damisch. Lessing et les arts plastiques. Les années 1760 à 1764 furent, au cours d'une vie remplie de soucis matériels, les seuls où Lessing fut relativement prospère et dégagé de tout souci. Ses fonctions ne correspondaient pas du reste à ses véritables intérêts, mais bien qu'absorbantes, elle lui laissait assez de loisirs pour fréquenter une société d'ailleurs médiocre et sacrifier à sa passion du jeu. Ses amis berlinois avaient été désagréablement surpris par son départ brusqué pour Breslau. Il quittait Berlin, où il exerçait une intense activité littéraire et critique, pour devenir secrétaire du général prussien Tauentzien. Lessing, alors l'un des plus grands animateurs de la vie intellectuelle et artistique de l'Allemagne, devait tenir jusqu'en 1765 la correspondance du militaire prussien et s'occuper par exemple des mouvements de l'armée russe dans le district de Posen, ou même des permissions adressées au conseil municipal de Breslau pour autoriser les soldats à pêcher dans l'Oder. Or Lessing était déjà à 31 ans un homme célèbre, un brillant critique littéraire. Il avait fait représenter plusieurs pièces de théâtre, mais non encore celle qui devait faire de lui l'un des plus grands auteurs dramatiques allemands. Il avait écrit quelques essais, avec la collaboration de Mendelssohn, ainsi que plusieurs ouvrages mineurs et des traductions.
Il avait également collaboré à quelques revues périodiques, les rédigeant parfois même entièrement. Ainsi donc, il abandonnait apparemment pour gagner sa vie ce milieu de discussions fécondes, de périodiques littéraires et scientifiques éphémères, ce monde des Lumières allemands en plein épanouissement, dont il était l'un des créateurs, et pendant quelques années, il allait se plonger dans la rédaction de lettres officielles avec pour tout délassement les parties de cartes avec des officiers prussiens. Mais ce n'était pas au jeu où il perdait souvent qu'il dépensait l'essentiel de son important traitement, et ses amis, qui s'inquiétaient de son apparente paresse intellectuelle, avaient tort. Lessing dépensait surtout son argent en livres et s'était formé en Silésie une grande bibliothèque. Coupé du milieu littéraire, il ne s'occupait plus de critiques qui le fatiguaient, mais se consacrait à des réflexions théoriques, notamment sur les problèmes esthétiques qui l'intéressaient depuis longtemps. C'est d'après ces vastes lectures qu'ont été préparés pendant ces années apparemment stériles les 4 projets successifs de son étude fameuse sur les frontières de la peinture et de la poésie, le Laocoon. Plus que d'une frontière entre peinture et poésie, il s'agissait en fait de celle qui sépare les arts visuels en général de la littérature. La séparation logique tracée par Lessing dans son étude, même si elle est trop nette et trop poussée, frisant l'excès, marque en cette période de confusion conceptuelle dans la théorie de l'art un événement fondamental. Les théoriciens académiques français avaient largement contribué à cette confusion en effaçant les différences entre poésie et peinture. La doctrine de Luc Pictura Poesis, qui voulait qu'un poème et un tableau soient esthétiquement analogues, faisait foi au temps de Lessing. En conséquence, l'esthétique et la critique jugeaient les œuvres de ces deux arts selon les mêmes exigences et d'un même point de vue, au moyen de critères communs. Le caractère différent des activités du poète et du peintre, ainsi que la différence de leur but, si évident pour nous, ne l'était nullement au XVIIIe siècle. Il faut être jeune, écrivait le vieux Goethe, en se souvenant des expériences de sa jeunesse, pour se rendre compte de l'influence qu'a eue sur nous le Laocoon de Lessing, qui nous a arrachés à la passivité de la contemplation en nous ouvrant les champs libres de la pensée. Certes, l'influence du Laocoon s'est fait directement sentir dans la littérature allemande. Il a porté un coup violent à la poésie descriptive du XVIIIe siècle. Il a influencé les classiques allemands et nous en rencontrons encore les reflets chez Thomas Mann. Lessing voulait certainement agir sur les poètes contemporains, mais il voulait surtout mettre de l'ordre dans les concepts théoriques de l'art et doter la critique de nouveaux critères de jugement. La critique littéraire et la critique artistique étaient jumelées dans le cadre de l'ancienne poétique, où elles puisaient leurs principes à une source commune, et se détournaient ainsi de la voie directe. Aussi rien de surprenant si Lessing, écrivain désireux de clarifier les principes de la littérature, s'est engagé aussi dans le domaine des beaux-arts. On en jugera d'après ce qu'il écrit lui-même. Les anciens n'oublièrent pas de préciser que malgré l'analogie complète des effets produits par la peinture et par la poésie, les deux arts diffèrent cependant aussi bien par leur matière que par leur mode d'imitation. Mais tout comme s'il n'existait aucune différence de ce genre, les critiques modernes ont tiré de cette conformité de la peinture et de la poésie les conclusions les plus incongrues. Tantôt ils resserrent la poésie dans les limites étroites de la peinture, tantôt ils laissent la peinture embrasser toute la large sphère de la poésie. Tout ce qui est pour l'une doit être accordé à l'autre, et imbu de cette idée, ils prononcent du ton le plus assuré les jugements les plus superficiels, lorsque, comparant les ouvrages d'un poète à ceux d'un peintre sur un même sujet, ils regardent les différences comme des fautes dont ils font un crime à l'un ou à l'autre, selon qu'ils ont plus d'intérêt pour la poésie ou pour la peinture. Bien pis, cette critique vicieuse a, jusqu'à un certain point, induit en erreur les artistes eux-mêmes. Elle a donné naissance dans la poésie au genre descriptif, dans la peinture à la manie de l'allégorie, en ce qu'on a voulu faire de la poésie une peinture parlante, et de la peinture un poème muet, avant d'avoir examiné dans quelle mesure elle peut exprimer les idées générales sans s'éloigner de sa destination naturelle et sans devenir une écriture arbitraire. À ces idées généralement répandues, Lessing a opposé sa conception propre de la peinture et de la poésie.
Il en a exprimé brièvement les principaux éléments en quelques phrases capitales. Voici mon raisonnement. S'il est vrai que la peinture emploie pour ses imitations des moyens ou des signes différents de la poésie, à savoir des formes et des couleurs étendues dans l'espace, alors que celle-ci emploie des sons articulés qui se succèdent dans le temps. S'il est incontestable que les signes doivent avoir une relation naturelle et simple avec l'objet signifié, des signes juxtaposés ne peuvent alors exprimer que des objets juxtaposés, ou dont les éléments sont juxtaposés, de même que des signes qui se succèdent ne peuvent représenter que des objets successifs, ou dont les éléments sont successifs. Des objets qui se juxtaposent, ou dont les parties sont juxtaposées, s'appellent des corps. Donc les corps avec leurs qualités visibles sont les objets propres de la peinture. Des objets successifs ou dont les parties sont successives s'appellent génériquement des actions. Donc les actions sont l'objet propre de la poésie. Cette thèse, appuyée sur des exemples pris dans la littérature antique et dans celle de la Renaissance, admet certes quelques atténuations, mais elle constitue bien le noyau constant de la théorie de Lessing. Ces idées ne sont pas sans précédent dans l'esthétique contemporaine, du moins quant aux différences de nature entre les signes poétiques et picturaux, mais personne n'avait avant lui tiré de ces différences des conclusions aussi décisives. Personne ne les avait formulées si nettement, ni ne leur avait consacré une étude particulière et scientifique, sans doute la première sur ce sujet. Il n'était pas rare au XVIIIe siècle de juger de la qualité d'un poète d'après le nombre de tableaux que l'on pouvait tirer de son œuvre. La valeur d'un bon tableau dépendait à son tour du sujet, et les seuls admissibles étaient tirés de la Bible, de la littérature antique ou de l'histoire et de la fable de la Renaissance. De plus, il fallait suivre le texte avec une fidélité absolue. Tous ces préjugés se fondaient sur la doctrine ut pictura poesis que Lessing prétendait abolir avec son Laocoon. Cette doctrine, avant de devenir la base théorique de l'académisme français, était une difficulté presque insurmontable pour les peintres peu conformistes, a joué un rôle important dans l'histoire des théories artistiques. Elle était née au temps de la Renaissance, au moment même où s'affaiblissait le lien naturel entre les deux arts. Au Moyen-Âge, ce lien était implicite aux conventions artistiques concernant le rôle narratif ou symbolique de l'art, dans les cycles hagiographiques ou dans les représentations des vérités de la foi. L'usage des symboles était alors aussi naturel que la représentation simultanée de moments différents dans une composition unique. Pour un homme du Moyen-Âge, la réalité de l'image ne se limitait pas à sa représentation purement visuelle, mais la débordait largement. Par son caractère synthétique, elle était beaucoup plus proche de l'essence de la poésie que notre conception moderne d'un tableau, qui est surtout visuel. C'était à la lettre une lecture de l'œuvre d'art. L'art du Moyen-Âge était une écriture iconographique monumentale. La Renaissance posa pour la première fois le problème des différences entre les principes de la peinture et ceux de la poésie, problème qui aboutira au Laocoon, lorsque théoriciens et artistes élaborèrent une représentation picturale de l'espace plus cohérente et conçue comme homogène. La simultanéité dans l'espace et la succession dans le temps commencèrent à être clairement discernées et opposées comme deux principes de la division entre beaux-arts et poésie, et l'on déduisit de ces principes fondamentaux les lois particulières à ces deux formes de création artistique. Au moment même où apparaissent ces éléments de distinction, Léonard de Vinci avait bien formulé la différence essentielle. Il ne s'agissait d'ailleurs que d'un argument dans la querelle des arts, le paragone. Léonard voulait prouver la supériorité de la peinture, son caractère plus direct, plus vivant, plus réel. Bien que le but de ces remarques soit autre, leur contenu est en partie analogue à celui des formules de Lessing. Léonard précise qu'au lieu des longues et pénibles descriptions auxquelles est astreint le poète, le peintre montre d'emblée une action diverse et animée, une bataille en l'occurrence. Il souligne le désavantage du poète s'il s'agit de représenter la beauté du corps humain. Le poète ne peut procéder que fragmentairement, comme si le visage devait être découvert par degrés, et la partie déjà au jour recouverte de nouveau, d'où il découlerait que par défaut de notre mémoire, nous ne pouvons pas éprouver l'harmonie des proportions, parce que l'œil ne peut saisir tout le champ visuel d'un seul coup, tandis que la peinture
nous montre toutes les parties du visage en même temps, comme plusieurs voix liées ensemble dans une douce harmonie.